Bonjour à toutes et à tous, merci d'être ici dans cette salle. Nous avons avec nous un peu plus de personnes que ce que nous voyons autour de nous, puisque ce débat et cette discussion aujourd'hui est filmée. Et donc nous pensons aussi aux internautes qui nous regardent et qui suivront ces discussions. À ce titre-là, il faut donc savoir, aujourd'hui, le but est d'ouvrir la discussion auprès du public. Vous êtes vraiment vivement invités à arriver avec vos questions, vos interrogations, vos réactions. Ce n'est pas obligé d'être une question avec un point d'interrogation à la fin. Ça peut être vraiment l'ouverture d'un débat et de réflexions personnelles qui peuvent mener à des échanges plus collectifs. Et donc, si vous souhaitez intervenir mais ne pas être filmé, il faut juste avertir la technique qui, à ce moment-là, enregistrera la question, mais sans enregistrer des images de vos visages. Voilà, il vaut mieux toujours prévenir. Un cadre particulier en ces périodes de coronavirus qui ont mis un arrêt plus ou moins brutal à beaucoup d'activités, alors que l'urgence climatique est toujours là. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi l'occasion, au lancement de cet événement itinérant Slow Now, de remercier de les remercier pour leur persévérance et leur énergie, les organisateurs et organisatrices de cet événement. Donc, on pense en particulier à Grégoire Cartier et Béatrice Graff, grâce à qui nous sommes réunis ici, et sans qui nous ne serions pas en train de réfléchir à l'avenir, à l'après. Peut-être un peu trop bloqué parfois dans le présent, faut-il porter un masque, se désinfecter les mains, et pendant ce temps, les débats sur notre environnement un peu plus large nous fuient un peu. Donc merci à elles et eux d'avoir organisé ça et de nous avoir réunis aujourd'hui. La discussion du jour, comment aller toutes et toutes, ajoutons, ensemble dans la transition. Alors autour de ce débat, il y a peut-être tout d'abord des constats qui sont partagés, qui sont désormais des évidences, qui ont peut-être été sujets à discussion et à remise en question, mais qui aujourd'hui sont assurés. Aujourd'hui, on sait que les pollutions dues aux activités humaines, que ce soit des marées noires, des catastrophes nucléaires, catastrophes industrielles, des déversements d'eau empoisonnée en raison de la fabrication des habits que nous portons, que ce soit aussi des plastiques disséminés dans tous les océans, toutes ces pollutions auxquelles, malheureusement, en écrivant ce petit texte d'introduction, je dois ajouter aujourd'hui une marée noire sur l'île Maurice avec 200 tonnes de diesel et 3800 tonnes d'huile lourde qui sont en train de se déverser dans l'indifférence générale en ce moment même à l'île Maurice. Ou ajoutons aussi la Turquie qui vient de décider, a-t-on appris vendredi, de rechercher des hydrocarbures en pleine Méditerranée. Sur un lieu qui lui est disputé par Chypre et la Grèce, donc ça n'est pas que le problème de la Turquie, c'est un problème international. On voit aujourd'hui que ces pollutions qui sont très visibles, ces pollutions de base qui nous violentent et qui amènent des images dévastatrices, viennent parfois un tout petit peu cacher cet événement plus silencieux qui est peut-être moins marquant a priori qu'une marée noire, qu'est le réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous affrontons le début de la 6e extinction massive des espèces. C'est une extinction qui, pour une fois, n'est pas due à une météorite, à des supervolcans, mais à l'activité humaine elle-même, et donc à nos activités, à nous, au quotidien. L'Union internationale pour la conservation de la nature évoque qu'une espèce d'oiseau sur 8 risque de disparaître, un mammifère sur 4, un amphibien sur 3, 70% des plantes qui sont en péril à l'heure actuelle. Tout cela en raison de quoi? De la surexploitation et donc aussi du dérèglement climatique. Alors que faire? Le programme des Nations Unies pour l'environnement nous avertit que la limite du réchauffement climatique à maintenir en dessous des 2 degrés, si possible des 1,5 degrés. Ça, ce sont les objectifs internationaux qui ont été validés lors des accords de Paris en 2015, si on se souvient bien. Donc le programme des Nations Unies sur l'environnement établit qu'il va être difficile de respecter cet engagement sans prendre des décisions drastiques et sans faire de tels efforts qu'ils n'en voient pas pour l'heure les éventuelles conséquences. Ça veut dire que si on continue comme on fait aujourd'hui, il sera impossible, selon les Nations Unies, de
d'empêcher ce réchauffement. Un objectif inatteignable avec des effets dominos que cela implique, c'est-à-dire une désertification en hausse, une hausse du niveau des eaux, un déchaînement d'extrêmes phénomènes météorologiques. C'est vraiment quelque chose que la planète ne peut pas se permettre. Et à l'heure où on fait ce constat, la production d'énergie fossile reste beaucoup trop grande par rapport à cet objectif. On produit toujours du charbon, du pétrole et du gaz, toujours plus. En 2030, on en produira visiblement toujours 120% de trop par rapport à cet objectif de 1,5 degré. Alors il va falloir changer. Ok, changer. Il va falloir changer vite, d'accord, changeons vite. Mais que faut-il changer? Comment faut-il le changer? Aujourd'hui, pour en parler, nous avons 4 intervenants et intervenantes qui vont venir nous expliquer comment tisser des liens, comment tisser une réaction humaine solidaire face à ces constats pour ne pas rester simplement sidérés face aux dangers qu'on encourt, mais pour agir collectivement, pour agir sans laisser personne derrière, que ce soit des êtres humains ou la biodiversité, du moins je pense que c'est des choses qui seront abordées aujourd'hui. Et donc, face à cette urgence, l'humain se voit investi d'une mission impérieuse, celle de se sauver lui-même et celle de sauver l'environnement qu'il a lui-même menacé. Alors voilà, aujourd'hui, on va parler de ces liens à créer et de cette mission humaine, rien de moins que cela. C'est fascinant. Pour commencer, je passe en premier lieu la parole à Monsieur l'évêque, Charles Moreiro. Bienvenue. Merci. Moi, j'espérais pouvoir m'inspirer des bonnes idées des autres. Je vais devoir me contenter des miennes, mais je me rattraperai dans le débat qui suivra. Exactement. Donc, on parle de transition, ce qui signifie qu'on doit avoir une appréciation de la situation actuelle sur laquelle je ne m'arrêterai pas, parce que, vous l'avez bien résumé, et je crois que malheureusement, les personnes qui participent à ce débat, ici ou à distance, sont d'accord. Je dis malheureusement parce qu'en fait, c'est peut-être aussi à d'autres qu'il faudrait parler. Je me suis fait cette réflexion en parlant à des amis variés qui me disent, sur la thématique dont nous parlons aujourd'hui, mais presque tous mes amis pensent comme moi. Je dis oui, ben c'est un problème, parce que ces amis sont quand même une minorité. Et donc, je regrette qu'en fait, nous n'ayons pas besoin de, vous l'avez bien fait, de présenter davantage la situation actuelle. Nous sommes bien d'accord qu'il faut changer. Il faudra en convaincre ceux qui n'en sont pas convaincus, qui sont nombreux. Maintenant, comment aller vers autre chose? Parce que la transition implique cela, vous en avez donné des éléments, limiter le réchauffement climatique, etc. Par exemple, faire moins de plastique. Enfin, je veux dire, on pourrait multiplier les exemples. Comment le faire? Alors, nous, et vous y avez fait allusion aussi, il y a des effets collatéraux. On se dit que ce ne sera peut-être pas possible parce qu'il y a un impact dans d'autres domaines. Je prends l'exemple du mouvement des Gilets jaunes. Il a été en partie provoqué parce que le gouvernement français a voulu ajouter une taxe sur les carburants. Ce qui me semble en soi quelque chose de très positif, mais ce n'est pas positif pour tout le monde. Quand vous avez des gens qui ont de la peine à garder la tête hors de l'eau et qui se disent que ce n'est pas à cause de leurs propres décisions, qu'ils sont obligés de prendre leur voiture parce que les infrastructures n'existent plus chez eux et que ça vient de décisions politiques antérieures, si on leur ajoute un coût qui, en fait, est probablement moins grand que ce qu'on leur a fait croire, mais quand même, psychologiquement, ça dit quelque chose. On leur dit, vous n'arriverez plus à tourner. Et donc, il y a une espèce de panique. Et si on ne prend pas en considération cet ensemble de phénomènes, en fait, on ne va pas avancer. Et pour pouvoir le prendre en considération, il faut finalement expliquer aux gens la situation et les convaincre, non seulement que ça vaut la peine, mais qu'il est nécessaire et qu'il est possible de changer. Qu'il est possible comment? D'abord, en disant, eh bien, on peut faire confiance à des découvertes scientifiques futures, puisque quand on identifie un problème, il y a une recherche qui se met en route, pas seulement pour les vaccins contre le coronavirus, mais comment produire de l'énergie de manière durable, typiquement. Mais cela ne suffit pas, même si on compte beaucoup là-dessus. Il faut aussi être convaincu nous-mêmes de changer nos comportements. Est-ce qu'on peut assurer cette transition en disant, voilà, on a maintenant un système parfait, alors est-ce que ça existe? Et si oui, comment est-ce qu'on en convainc? J'ai une anecdote.
un Argentin m'avait dit, on a vu que Buenos Aires était très pollué par le chauffage. À l'époque, il y avait un gouvernement militaire qui a imposé un changement du chauffage. Ce qui était en l'occurrence, sur ce plan précis, plutôt une bonne chose. Et il m'a dit, mais ce qui est tragique, que lui n'aimait pas le gouvernement militaire qu'il avait subi, c'est quand même tragique que dans une société comme la nôtre, on soit obligé de l'imposer d'une manière qui n'est pas souhaitable. Même si, en l'occurrence, le résultat est quelque chose de positif. Un système parfait serait une illusion, en ce sens qu'il négligerait la liberté humaine. Si on n'arrive pas à convaincre les gens et à les reconvaincre que ça vaut la peine, eh bien, ça ne va pas marcher. Donc, la transition implique cette conviction. Par exemple, un certain nombre de choses qui me semblent assez établies, mais qui ont très peu marqué les esprits des personnes directement concernées, à savoir le fait qu'un autre type d'agriculture plus respectueuse de l'environnement, non seulement est meilleure pour la santé, mais qu'en fait, elle est aussi plus efficace et plus rentable. Mais la plupart des gens concernés ne le croient pas. Donc là, on peut l'expliquer, et notamment le convaincre. Je veux dire, moi, on m'en a convaincu, je ne me posais pas la question à un moment donné. Et finalement, la transition, et c'est là que ça fait partie de mon travail, parce que dans mon travail, au risque de vous surprendre, je m'inspire parfois de l'Évangile. Quand Jésus dit « ce n'est pas ce qui est extérieur à vous qui vous rend impur, mais ce qui sort de vous », je me dis, effectivement, si on ne convainc pas les gens intérieurement de changer leurs actions à la racine, y compris que ça va demander un effort et un sacrifice, eh bien, ça n'arrivera pas. Mais en fait, si on n'y arrive pas, en fait, on n'arrivera à rien, c'est-à-dire on fonce dans le mur. Finalement, parce que je crois que j'ai sûrement déjà dépassé le temps prévu pour moi. Ça va? Donc je peux mettre les 18 points qui suivent? Non. Une anecdote. Une anecdote. Bon. Alors, on nous dit, à titre anecdotique, même on m'a posé la question tout à l'heure, donc je pensais comme anecdote, que fait l'évêché? Et dit, ben, attendons-nous bien, l'évêché c'est un bâtiment dans la ville de Fribourg. Le diocèse c'est 4 cantons et ce que je peux faire n'est guère plus que convaincre des personnes de changer. Mais si chacun ne commence pas là où il est, ne se passe rien. Ça ne suffit pas, mais c'est indispensable. Par exemple, servir de l'eau du robinet en bouteille, pas en plastique. Ce que j'ai demandé dès que je suis arrivé, en parenthèse, ça fait quand même un moment. Ou ne pas investir dans certains, même si c'est même pas une nanogoutte, mais enfin, on peut faire des choses pratiquement. Et dire, il n'y aura pas de mouvement collectif s'il ne commence pas par chacune des personnes. Et on a l'impression que c'est une goutte dans l'océan. Moi, je ne suis pas allé me baigner dans la mer depuis pas mal de temps parce qu'il est difficile de se déplacer. Mais à titre anecdotique, je tiens à, si je vois du plastique dans l'eau, à sortir visiblement avec le plastique à la main, en espérant que ça donne des idées à d'autres. Voilà une anecdote et je m'arrête. Merci beaucoup. Pour vous, le micro. Voilà. Le micro allait passer naturellement du côté de Cristina Tatarletti, donc représentante des grands-parents pour le climat. Après cette introduction sur l'action collective et ce que chacun et chacune peut faire individuellement pour aussi encourager les autres, je pense que ça rejoint finalement pas si mal votre discussion. Oui, c'est vrai que je suis en tant que Tessinoise très fière d'être à Fribourg parce que j'ai envie vraiment de présenter ce travail que les grands-parents pour le climat ont fait avec les jeunes, avec les jeunes de la grève du climat. La motion, pourquoi en parler ici? Pourquoi en parler? Parce que c'est une initiative citoyenne. Et donc, en tant que citoyenne, c'est pas mal de pouvoir entreprendre quelque chose. Et donc, en parler ici, en parler aux médias, parce que pour la faire connaître, parce qu'elle a été déposée vers la fin du confinement. Donc, le 25 mai, elle a été déposée, elle est devant le Grand Conseil va s'en occuper. Et donc, il fallait 300 signatures pour pouvoir déposer la motion populaire. Peut-être juste bien préciser qu'est-ce qu'il y a dans la motion populaire. Oui, on va y arriver. D'abord, le pourquoi, pour la faire connaître et naturellement pour faire pression. Parce qu'on cherche faire de la pression
pour qu'elle soit acceptée. Donc, on a dit les grands-parents pour le climat se sont associés aux jeunes de la grève du climat, et donc ils ont récolté 730 signatures lors du confinement. Donc, alors que c'était très difficile de s'imaginer comment récolter des signatures sans ce temps. Et donc, pour dire que ça a bien tout le monde, dans le canton de Fribourg, on a bien travaillé, donc elle est déposée. Voilà, pour ce qui concerne les auteurs. Maintenant, le contenu, c'est quoi? Mais il s'agit de prendre la fortune de notre canton, c'est ça le contenu. Notre canton a 1,1 milliard de réserves qui viennent de la fortune de la Banque nationale. Et donc, le contenu, c'est de prendre dans cette fortune-là de l'argent pour les 5 programmes. Donc, dans la motion, on met en évidence que les 5 programmes du canton de Fribourg, pour la transition vers le développement durable, ils ne sont pas inventés, ils sont déjà là. Il y en a 3 des programmes qui sont déjà en vigueur, il y en a 2 qui sont en voie d'approbation. Donc, commençons à voir. Donc, il y a le premier programme, c'est l'assainissement énergétique des bâtiments. Le deuxième programme, c'est le fonds des énergies renouvelables. Et le troisième, c'est la stratégie du développement durable. Ça, ils sont déjà là. Et il y a de l'argent, mais pas assez d'argent pour pouvoir vraiment les mener à bien. Il y en a 2 qui sont en voie d'approbation, c'est le plan climat et la stratégie pour la biodiversité. Donc, voilà l'idée donc de rien inventer, mais de prendre déjà ce qui existe. Mais pour faire quoi? Donc les atouts sont très importants parce que donc il ne s'agit pas de prendre de l'argent des impôts, on ne touche pas les impôts. C'est une bonne combinaison, un bon mariage entre ce qu'il faut faire, ce qu'on dit de faire et ce qu'il faut faire, et pas seulement le dire. Mais le dire, c'est écrit, mais pour le faire, il faut destiner de l'argent. Donc c'est un bon mariage, et donc il est immédiatement prêt à être fait. Parce qu'on a les programmes, on a l'argent, donc voilà, demain matin, demain c'est quoi? C'est samedi. Mais on peut travailler déjà demain matin. C'est dimanche, oui. Mais bon, on peut travailler le dimanche. Ah non, le dimanche peut-être pas. Non, alors, lundi. Charles, lundi, on commence avec la pelle dans les mains. Moi, je travaille le dimanche. Ah, mais voilà, mais je travaille le dimanche. Demain, on commence. Ouais. Donc, et ce qu'il y a maintenant aussi un lien peut-être un peu avec le Covid, une bonne partie du plan de relance serait très bien englobée dans cette motion et dans ces programmes, parce que pour tout cet assainissement énergétique, pour les énergies renouvelables, voilà, là il y a de l'argent pour l'économie locale. Très bien. Donc voilà, moi je pense qu'avec les questions, peut-être on pourra oui, on va y revenir. Mais est-ce que j'ai répondu à ta question sur... Ah oh oui, il faut parler d'argent, oui, c'est vrai. Non, la motion populaire demande donc au Grand Conseil donc de destiner la petite somme de 500 millions pendant 10 ans. Donc, ce qui revient à dire 157 francs par habitant par année, donc, qui ne sont pas pris des impôts, mais sont pris de la fortune qui est là. Elle est là, sous Blue Factory, elle est là, dans notre canton, elle est là, elle est en train de dormir et être peut-être grignotée de manière pas très conforme. On aura l'occasion voilà, j'avais oublié l'argent. Jacques, est-ce que j'ai oublié que encore l'argent est important, mais c'est vrai que le public est réactif. C'est pas toujours. Très bien. On va revenir après. On va nouer la gerbe avec le reste. Nous arrivons donc à la grève pour le climat. Bonjour. En la personne de Guillaume Kuhn. Donc bonjour. Donc moi je vais en fait directement poser quelques bases pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc
j'aimerais déjà aborder un peu le fonctionnement du capitalisme. Voilà, donc je pense qu'on peut résumer facilement en très peu, en une phrase ou deux. C'est un système qui fonctionne en mode surexploitation des ressources, d'une base, d'un côté, pour fournir des biens et des services, et tout ceci donc en consommant de l'énergie, et donc pour au final produire des déchets et des pollutions. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement la problématique du réchauffement climatique, c'est justement une conséquence de ces pollutions, donc l'émission du CO2. Et donc, en fait, il faut voir ça plus comme juste un des problèmes qui découlent du capitalisme plutôt que juste le problème sur lequel il faut absolument se focaliser. On parlait avant de biodiversité, ça c'est un autre des problèmes justement qui est aussi urgent, pour lequel il est urgent de trouver des solutions. Bon, voilà, ça c'était une chose que je voulais poser. On est ici pour aller vers la transition. Alors, moi, je suis absolument pour. Après, il faut être d'accord sur quelle transition on veut amener. En règle générale, quand on regarde la politique, enfin les politiques, les gouvernements, ils ont opté pour essayer de trouver des moyens, en fait, de conserver de la croissance tout en diminuant l'empreinte sur l'environnement. Et en fait, il y a des gens qui se sont penchés sur le sujet et qui ont pu montrer qu'en fait, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. En fait. On ne peut pas découpler durablement, en tout cas, l'impact qu'on a sur notre environnement tout en conservant de la croissance. Donc, je pense que c'est très important de le mentionner parce qu'en fait, toutes les politiques des gouvernements sont basées là-dessus. Et c'est un mythe, c'est une croyance. En fait, on ne peut pas réussir là-dedans. Regardez ensuite, je veux dire, même les partis les plus axés sur l'environnement prônent la croissance verte ou le développement durable, mais c'est quelque chose qui, voilà, comme je l'ai dit, ne peut pas fonctionner. Donc, si c'est pas la solution finalement, il faut trouver autre chose. Et justement, on va en arriver à un point, puisque le système capitaliste est finalement un peu en bout de course, il est en train d'épuiser ses ressources. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va être un peu embêté, puisqu'on est complètement dépendant de ce système. Et s'il commence à dysfonctionner, notre style de vie, il est menacé. Ça veut dire qu'il est urgent qu'on trouve d'autres moyens de vivre, en fait. Et ça implique de se demander, mais comment est-ce qu'on pourrait vivre sans pétrole? Comment est-ce qu'on pourrait vivre sans toutes les facilités qu'on a aujourd'hui, finalement? On a eu la chance de naître dans des pays industrialisés, et ça veut dire un certain confort par rapport à d'autres populations dans le monde. Maintenant, on risque de devoir réapprendre à vivre comme tout le monde, comme le reste de la population mondiale, en fait, j'ai envie de dire, ceux qui n'ont pas accès à tout ce que nous avons pu avoir, grâce au pétrole, essentiellement, mais aussi toutes les infrastructures. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est on va vers quelque chose qu'on appelle un effondrement de société. C'est pas encore quelque chose de complètement accepté par tout le monde, mais il y a beaucoup d'experts qui pensent que ça sera quelque chose d'inévitable. Et donc, moi, ma vision de la transition, et que je partage avec certaines personnes, c'est justement de trouver comment simplifier nos modes de vie, que nos manières de vivre en fait soient en adéquation avec un monde avec des ressources limitées. Voilà, en fait. Puisque finalement le capitalisme ne tient pas compte des limites de notre monde et part du principe que tout est illimité, ce qui est absolument aberrant, bien sûr. Voilà, donc une des solutions que je trouve, moi, la plus séduisante, c'est justement la création de communautés, de petites communautés résilientes, en fait, un peu comme les éco-villages, ou on peut même imaginer les ZAD jusqu'à un certain point. Donc ZAD, c'est pour zone à défendre, c'est un concept qui a émergé en France. Là où finalement on recrée du lien entre les gens et les gens s'entraident,
On apprend à vivre plus simplement, sans l'énergie abondante qu'on obtient grâce au pétrole. Enfin, voilà. Je pense que c'est ce qui est le plus prometteur, et c'est aussi quelque chose je trouve, d'attrayant finalement, de retrouver du lien avec les gens, qui soit moins à travers peut-être des réseaux sociaux, mais plus avec du lien direct avec les gens en fait. Voilà. Bon, merci je crois que j'ai beaucoup. dit l'essentiel. On pourra revenir encore une fois. Réfléchissez à vos questions et interventions dont on prendra note pour la suite. Et donc, en dernier intervenant, mais non des moindres, Florian Gumi pour Extinction Rébellion. Bonjour. J'aimerais commencer aussi par remercier toutes les personnes qui ont rendu cet événement possible. Je suis très content d'être là et je me réjouis de continuer cette discussion qui a déjà très bien commencé. Je voulais juste préciser une chose, c'est que je ne suis pas un porte-parole ou un représentant d'Extinction Rébellion. C'est un mouvement qui est très décentralisé et tous les groupes locaux ont beaucoup d'autonomie et tous les membres ont aussi beaucoup d'autonomie au sein des groupes locaux. Donc, à part les revendications et les principes et valeurs sur lesquels on va revenir, je vais surtout donner mon opinion personnelle qui est pas forcément, qui reflète pas forcément l'avis d'XR Fribourg ou de XR en tant qu'entité. Voilà. Peut-être que pour certaines ou certains d'entre vous, c'est un peu surprenant de trouver XR à cette table, parce qu'on passe parfois pour un mouvement de fauteurs de troubles ou d'extrémistes à cause, entre autres, de la stratégie qu'on a choisie, qui est celle de la désobéissance civile, non violente, mais quand même désobéissante. Et du coup, on tombe vite dans certaines accusations qui vont de... On essaye d'imposer notre avis ou on veut faire une dictature verte. Je ne vais pas revenir sur ces accusations en particulier, mais je vais juste essayer de vous montrer qu'en réalité, c'est tout le contraire. Cela dit, XR cherche quand même à imposer certaines choses. On ne bloque pas des ponts pour rien, juste pour emmerder. Et les choses qu'on cherche à imposer, ce sont nos 3 revendications. La première, elle s'intitule « Dire la vérité ». Il y a toutes les personnes qui ont pris la parole jusqu'à maintenant ont déjà relevé à quel point la situation est catastrophique, mais aussi à quel point le grand public ignore peut-être la gravité ou fait semblant de ne pas savoir, parce que le déni, c'est un réflexe humain pour se protéger des émotions négatives qu'on peut ressentir. Et en l'occurrence, si on se penche vraiment sur les chiffres et sur les faits, je ne vais pas en ajouter d'autres à la liste qui a déjà été faite, mais ça peut provoquer des émotions très négatives. Notamment de la peur par exemple, mais comme disait Rob Hopkins, le fondateur du mouvement Transition Town en Angleterre, si vous n'avez pas peur au moins un peu, c'est que vous n'avez pas compris la situation dans laquelle on se trouve. Et du coup, voilà, c'est de là que vient cette revendication de dire la vérité qu'on adresse au gouvernement, aux médias, etc. De faire vraiment un travail d'information auprès de la population sur la gravité de la situation et aussi sur le fait que tant qu'on ne change pas, la situation va empirer de plus en plus et sur ce qui nous attend si la situation empire. Ensuite, notre deuxième revendication, c'est celle d'atteindre 0 émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2025. Je n'ai pas besoin d'expliquer beaucoup, ça se comprend assez bien. Et là, en général, c'est où les gens arrêtent d'écouter, parce que la particularité d'Extinction Rébellion, c'est qu'on ne fait pas de propositions concrètes. Enfin, on fait des propositions, mais on n'a pas de mesures toutes faites pour arriver à 0 émission nette. Et donc, là aussi, les gens, en général, décrochent et disent « Bon, mais c'est bien de critiquer, mais si vous proposez rien du tout, ça ne vaut pas la peine. » Eh bien, en fait,
on propose quelque chose, mais plutôt de proposer des solutions toutes faites, comme j'ai dit, on propose ce qui est, d'après nous, la meilleure solution, la meilleure méthode pour trouver ces mesures et ces mesures qu'on va prendre pour arriver à notre deuxième revendication. Donc, cette méthode, on peut l'appeler de plusieurs manières différentes. Nous, à Extinction Rébellion, on appelle ça les assemblées citoyennes. C'est un processus de prise de décision politique qui est fondé sur un principe démocratique, un petit peu plus démocratique, disons, que la plupart des systèmes qui sont en vigueur actuellement dans le monde, plus démocratique même que notre système à la Suisse, qui est pourtant, on entend à longueur de journée que c'est le meilleur du monde, mais c'est pas parce que c'est le meilleur qu'on ne doit pas l'améliorer encore si on a la possibilité de l'améliorer. Et donc c'est un processus qui essaye d'être plus représentatif de la population et de ses préoccupations. C'est un processus qui évite l'influence des lobbies, des multinationales, les conflits d'intérêts de manière générale. C'est aussi un processus dans lequel les personnes qui prennent les décisions n'ont pas de motivation personnelle en fait. Elles n'ont pas de motivation par exemple à être réélues parce qu'elles ne sont pas élues et elles ne seront pas réélues. Et du coup on évite que les intérêts personnels viennent se glisser dans les intérêts du bien commun, si je peux dire, qui sont ceux qui nous intéressent en l'occurrence pour la question du climat et de la biodiversité. Mais on pourrait appliquer cette méthode à tous les autres problèmes, aux problèmes du sexisme, du racisme, etc. Mais qu'est-ce que c'est concrètement les assemblées citoyennes? Parce que j'ai toujours pas expliqué. En fait, c'est un groupe de personnes qu'on peut rassembler par exemple par tirage au sort, qui est représentatif de la population de sa zone d'influence, on va dire. Par exemple, représentatif de la population de la commune, si c'est une assemblée citoyenne communale, du canton, si c'est une assemblée citoyenne cantonale, etc. Ce groupe de personnes qui est représentatif, on va ensuite lui demander, après lui avoir donné des éléments concrets sous forme de conférences par des experts ou de choses comme ça, une petite formation, on va dire, on va lui demander de statuer sur une question précise qui peut être, comme j'ai dit, n'importe quoi. Là, on va prendre pour exemple notre deuxième revendication, comment arriver à 0 émission nette de CO2 d'ici 2025. Et du coup, on a un groupe de personnes représentatifs de la population qui va pouvoir se réunir et prendre des décisions. Ensuite, il faut voir qu'est-ce qu'on fait avec ces décisions. Elles peuvent être appliquées telles quelles ou soumises à un vote, ça c'est des détails. Mais là où je voulais en venir, c'est que les assemblées citoyennes existent déjà, c'est pas Extinction Rébellion qui les invente. Il y a d'autres mouvements qui promeuvent aussi les assemblées citoyennes, mais surtout, elles ont déjà fait leurs preuves pour des sujets délicats, par exemple en Irlande sur la question de l'avortement, ou en France, je ne sais pas si vous avez suivi la Convention citoyenne pour le climat en France, qui est de fait une assemblée citoyenne et qui a été très bien réalisée au niveau du processus et qui est arrivée avec 150 mesures bien plus ambitieuses que tout ce qu'on pouvait trouver dans les discours politiques des partis traditionnels en seulement 9 mois. Donc souvent, quand on essaye de défendre les assemblées citoyennes en Suisse, les gens nous répondent aussi « oui, mais vous avez qu'à faire une initiative ». Une initiative, ça prend au minimum 5 ans pour être écrite, votée, etc. Et ensuite, ça peut prendre encore jusqu'à 5 ans pour être mis en application. Et on n'a pas ce temps-là. Donc les assemblées citoyennes sont en même temps plus rapides et en même temps plus démocratiques. Et c'est là qu'on arrive à cette question de faire la transition ensemble. C'est que on pense à XR, en tout cas, que les compétences et les connaissances nécessaires pour faire cette transition de manière optimale sont dans la société, qu'il faut juste les laisser s'exprimer en fait, et arrêter de faire de la politique déconnectée
des préoccupations du peuple, parce qu'on sait que la demande pour une transition, elle est là depuis longtemps, et ce qui manque, c'est surtout une volonté politique. Et j'aimerais terminer par une deuxième citation de Rob Hopkins. La transition, on la fera ensemble ou on la fera pas. Merci beaucoup. Et ce mot va nous accompagner parce que précisément, si on l'observe, les changements à venir risquent d'avoir un tel impact sur nos vies du quotidien, sur nos déplacements, sur notre façon de consommer, qu'effectivement, sans une adhésion globale, à minima, au principe de l'écologie et de la protection de l'environnement, on risque d'avoir simplement des mesures qui pourraient être qualifiées de coercitives par une partie de la population qui ne prendrait pas bien conscience de l'importance du pourquoi on en est là. D'où l'intérêt de faire beaucoup de pédagogie, ce qui a été souligné à plusieurs reprises, et de convaincre. J'ai beaucoup aimé ce mot, de dire de convaincre au cœur des gens de l'importance de ce qui est en train d'être fait. Je trouve que là, il y a vraiment quelque chose, on sent que des mouvements sociaux jusqu'à l'Église, il y a ce côté du bâton de pèlerin, je vais prendre l'image, voilà, d'aller auprès des personnes qu'on connaît, des personnes proches, peut-être même que dans le public, il est arrivé à l'une ou l'autre d'entre vous d'entamer une discussion avec des arguments. On sent que aussi, au niveau de la population civile, il y a un éveil des consciences, beaucoup de personnes connaissent de plus en plus de chiffres, sont attentifs et attentives à ça. On est aussi dans un moment de l'information. Là, c'est le moment où, en tant que journaliste, je l'observe, on est très informé, surinformé, mais on a beau avoir l'information, maintenant il faut transformer ces informations qui circulent en actions concrètes. Alors, il y a une chose qui est ressortie, notamment quand on parle d'Extinction Rébellion, on entend parler de désobéissance. Peut-être que ça, c'est un élément sur lequel j'aurais bien envie peut-être de vous entendre sur cette question de la désobéissance. On parle de désobéissance civile. Pourquoi ? Parce que à l'heure actuelle, il y a un régime législatif qui n'est pas en phase avec la catastrophe environnementale qui est en train d'arriver. Mais est-ce que cette désobéissance, alors c'est au niveau des lois, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une désobéissance dans des injonctions qu'on nous offre depuis notre plus jeune âge? Il faut s'épanouir en voyageant si possible très loin, il faut avoir le dernier iPhone ou dernier téléphone portable pour être vraiment heureux, peut-être qu'une belle voiture aussi, c'est super important pour se développer humainement. Enfin, quand on parle de désobéissance, est-ce qu'il n'y a pas aussi un devoir de se reformer aussi, reformer sa pensée au niveau de ce qui compte pour soi, au fond de nous, des valeurs à réancrer en fait. Et est-ce que vous avez peut-être à ce niveau-là, que ce soit Extinction Rébellion, Grève pour le climat, ou les grands-parents pour le climat, ou l'Église, une réaction sur cet acte de désobéissance qui est pourtant très fort, notamment dans un pays comme la Suisse où, voilà, même si la Suisse a un petit passé rebelle qu'on aime bien ignorer de temps en temps, c'est un pays où il y a peut-être moins de contestation a priori que dans des endroits comme la France, où on a vu avec les Gilets jaunes, l'insurrection n'est jamais tout à fait loin. Donc qu'est-ce que ça vous évoque ? Je ne sais pas si Christina Tatarletti, vous avez un... Avec le micro. Sur la désobéissance. C'est vrai que pour rester des grands-parents jeunes, la désobéissance, en tout cas, me parle. Elle est nécessaire. Elle stimule une société. Maintenant, c'est vrai que comme grands-parents, on voit aussi, c'est-à-dire le concret ne nous fait pas peur. Au contraire, il nous intéresse, il nous stimule aussi, parce que les petits-enfants sont là. Il y a cette urgence, et donc de pouvoir, la désobéissance, c'est aussi de prendre cet argent qui est là, qui ne sert à rien, mais justement de l'utiliser, mais bien,
et puis de l'utiliser comme on aurait déjà dû le faire depuis un bon moment, dans des actes de désobéissance. Pas plus de routes, mais plus de pistes cyclables. Mais maintenant, maintenant on est en 2020 et qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, la désobéissance, c'est celle-ci. Il y a un argent qui est là, qui n'est pas à nous, mais c'est aux petits-enfants. C'est ça la désobéissance pour moi. Monsieur l'évêque, faut-il encourager à la désobéissance? Moi, je parle parfois d'objection de conscience. Il y a quelque chose qui va un peu dans le même sens. On y est confronté, en tout cas dans des situations personnelles. On a l'impression, je pense à des situations de personnes qui ne peuvent pas rester en Suisse. On a l'impression, et j'y ai été confronté, c'est pas tout à fait le même objet, mais il y a quelque chose d'un peu semblable, qu'on ne peut pas simplement accepter ce qui est prévu parce que sinon on se déshumanise. Et parfois il faut le dire. Et parfois il est efficace de le dire, pas toujours. On cherche, et même j'ai participé à une discussion avec des autorités cantonales d'un canton qui n'est pas Fribourg, donc je reste un peu vague, en disant mais est-ce que dans des cas où nous estimons qu'il serait inhumain de ne pas contribuer à cacher quelqu'un, nous sommes obligés de le faire. Et les conseillers d'État présents, l'un des conseillers d'État présents a dit, mais la question se pose pour nous aussi. Moi, je suis en charge de l'instruction publique et le système prévoit que nous ne communiquions pas avec un autre département qui sont les élèves. Donc, ça rejoint le fait qu'un système qui se voudrait parfait et qu'on puisse suivre à la lettre en tout est pratiquement impossible. Dans les cas particuliers, au moins, quelquefois, c'est impossible. Ensuite, je préférerais qu'on puisse convaincre de plus en plus de monde et arriver à un consensus efficace pour éviter aussi des tensions. J'ai l'impression que dans une société, il faut qu'il y ait des mouvements variés et que certains en stimulent d'autres. Il me serait difficile de faire de grandes déclarations en faveur de la désobéissance civile, alors que par ailleurs, je dis, et évidemment, il y a différents domaines, il est important pour nous de respecter la justice de l'État. Sinon, nous prétendons une justice parallèle et ça provoque aussi des problèmes. Donc, en fait, on est parfois assis entre plusieurs chaises. Une réaction grève climat, et puis peut-être après on aura Extinction Rébellion sur cette notion-là. Alors pour moi, ce que la désobéissance civile invoque, c'est une prise de conscience en fait. Déjà, c'est un travail intérieur, un peu comme vous en avez parlé. Je dirais même jusqu'à dire c'est vraiment atteindre l'âge adulte en fait et prendre ses responsabilités d'adulte pour dire là maintenant on peut plus laisser les choses continuer telles quelles, on doit se mettre en avant, prendre des risques, mais on est ensemble on est plus fort. Et parce que bien sûr si on est seul à se mettre en avant, bon l'affaire est vite pliée, mais quand on est ensemble, parce qu'on sait qu'on se bat pour une cause qui est juste, je pense que la désobéissance civile, c'est un outil, j'ai envie de dire, c'est un outil de la démocratie en fait. C'est une manière, c'est peut-être la dernière manière que peuvent avoir des gens de s'exprimer quand toutes les autres n'ont pas marché en fait. Voilà. Extinction Rébellion. Oui, alors effectivement, sans inciter forcément à la désobéissance civile, je peux au moins la légitimer, en tout cas par 2 points. Le premier point, c'est un peu le constat que, que nos gouvernements ne remplissent pas vraiment leur part du contrat qu'on a signé avec eux. Quand on choisit des représentants pour nous gouverner, on leur donne un certain pouvoir et en échange, on leur demande qu'ils utilisent ce pouvoir à bon escient, si possible pour le bien commun ou au moins en tout cas pour assurer la sécurité et la survie de la population. Et là, on a, pas seulement en Suisse, mais dans tous les pays, des gouvernements qui ont
complètement abandonné cette mission-là. On a évoqué avant les accords de Paris. Les accords de Paris, c'est un ensemble de mesures non contraignantes qui, si elles étaient respectées, nous amèneraient à un réchauffement d'environ 3 à 3,5 degrés en 2100. Donc déjà, c'est pas suffisant par rapport à l'objectif fixé par le GIEC qui est de 2 degrés. Et en plus, de toute façon, aucun gouvernement au monde, même ceux qui ont signé l'accord de Paris, ne respecte ces mesures. Donc on n'est pas prêt d'arriver. Et ça, c'est la première raison qui nous pousse à désobéir. C'est pas forcément... c'est un peu genre, c'est toi qui as commencé. Mais voilà, en attendant, c'est aussi un peu, comme disait Guillaume, la dernière possibilité qui s'offre à nous. Et la deuxième chose qui légitime cette désobéissance, c'est l'urgence de la situation, tout simplement, parce que, comme je l'ai déjà dit, à chaque fois, on nous reproche qu'on vit dans le plus beau pays du monde et que nos institutions fonctionnent tellement bien. Et pour d'autres questions, elles fonctionnent peut-être à merveille, mais pour la question du climat, on voit qu'elles sont largement dépassées. Et les assemblées citoyennes, finalement, c'est tout à fait cohérent avec cette situation-là. Nous, on désobéit pour que le gouvernement applique nos revendications, mais on n'est pas juste en train de faire de la critique gratuite. Ce qu'on dit quand on s'adresse au gouvernement, on leur dit « on voit bien que vous êtes dépassés par la situation, vous aussi vous le savez très bien, tout le monde est au courant, il n'y a pas de problème avec ça, c'est normal, c'est une situation qui est inédite dans l'histoire de l'être humain, alors laissez-nous vous aider en fait, laissez-nous prendre part à ces décisions, mettez en place des assemblées citoyennes pour qu'on puisse... comme je le disais avant, mobiliser les compétences et les connaissances qui sont déjà dans la société pour faire fonctionner l'intelligence collective et trouver les meilleures solutions dans chaque contexte. Mais dont le but ne serait justement pas de créer une sorte de justice parallèle. Enfin, comment éviter une sorte de double système où, du coup, peut-être, on se dirait, je ne suis pas redevable du gouvernement fribourgeois ou suisse, mais je me sens responsable auprès de l'Assemblée citoyenne et d'avoir comme... Justement, on est aujourd'hui pour parler d'aller ensemble et de ne pas forcément créer des sortes de sous-sections de populations qui obéissent chacune à des règles un peu différentes. Je pense que c'est peut-être aussi ça le cœur du débat aujourd'hui, c'est de créer des espaces de réflexion, de discussion qui soient admis par un ensemble le plus large possible. Si je comprends bien aussi votre intention. L'intention, c'est pas d'avoir les personnes les plus écologistes, les plus environnementalistes d'un côté qui créent leurs propres espaces de débat et d'être totalement déconnectés des autorités. Non, pas du tout. Bon, les assemblées citoyennes, comme je l'ai dit, s'expriment premièrement sur une question précise. Et donc, en l'occurrence, si on leur demande de statuer sur la crise climatique, ça ne remet pas en question l'autorité du gouvernement par ailleurs, ni même sur le climat tant que l'Assemblée citoyenne n'est pas terminée et qu'on n'a pas eu des propositions, etc. Oui, bien sûr. En vous écoutant, d'abord pour les accords de Paris, je crois que ce que vous dites est assez évident. Ils sont déjà insuffisants et ils ne sont pas appliqués. Mais un aspect qui me semblerait souhaitable, c'est que des gens puissent être élus en disant écoutez, on ne peut pas continuer avec une croissance à l'infini parce que c'est une illusion. Mais cela implique que si vous nous élisez, vous allez devoir changer votre mode de vie. Et ça, dans un discours démocratique, ça demande vraiment de convaincre beaucoup de monde. Et malheureusement, ça ne marche pas trop, ce qui fait que il faudrait arriver à le montrer. Et je pense que l'idée d'avoir des petites communautés locales qui le montrent est peut-être quelque chose qui peut fonctionner. On m'a dit, regardez, vous n'avez pas l'impression qu'on arrive à vivre comme ça? La preuve par l'exemple, en quelque sorte. Oui, c'est à peu près ce que j'entendais justement avec les petites communautés, c'est que en fait, en montrant justement que ça fonctionne,
de plus en plus de gens vont s'y intéresser, ils vont se dire ah ben oui, moi je pourrais en fait aussi m'y mettre, et puis tiens, comme ça je rencontrerai de nouvelles personnes, et voilà, en fait, un des points les plus importants, c'est vraiment créer du lien et vivre d'une manière qu'on saura être respectueuse pour l'environnement et qui a de l'avenir, en fait, qui permettra vraiment de résoudre le problème. Et ça, en fait, je pense que ça peut en fait convaincre pas mal de gens, parce qu'une fois qu'on se lance là-dedans, il y a une forme de... On sent qu'on va dans le bon sens, et ça relâche toute la toxicité du message, cette fin du monde qui plane sur nous. On se rend compte qu'on est en train d'aller vers une solution, et ça c'est important, c'est précieux en fait. Est-ce que vous avez l'impression des fois que des personnes qui ne seraient pas spécialement sensibilisées à ces questions, en entendant parler de communautés qui vivent sobrement, qui choisissent justement cette sobriété heureuse et écologiste, se disent « Mon Dieu, c'est un enfer sur Terre qu'il est en train de me décrire » et que peut-être il faudrait aussi mieux réussir à expliquer ce qu'est la vie au quotidien là-dedans. Est-ce qu'on peut seulement expliquer ce qu'est la vie au quotidien dans des communautés de ce genre? Est-ce qu'il faut l'expérimenter une fois dans sa vie pour mieux s'en rendre compte? Alors je pense que l'expérience, c'est le meilleur moyen d'apprendre, puis de se faire une opinion. Mais vous savez, je pense aussi qu'en parallèle de ça, il va y avoir, enfin, la société va devenir de plus en plus pénible à vivre. Enfin, je veux dire, ce que les gens, le mode de vie qu'ils ont maintenant, il va se dégrader petit à petit, puisqu'on va aller vers des crises qui seront assez dramatiques. Et je pense que les gens, ils vont se retrouver dans des situations, peut-être qu'au début, ils auraient dit non, ça c'est pas pour moi. Et puis quand leur niveau de vie se sera dégradé suffisamment, ils diront bon, je peux peut-être essayer finalement. J'aimerais retourner à la motion parce qu'on est dans le Bien canton sûr. de Fribourg Oui. et c'est notre drapeau, je pense, duquel on peut être fier parce que justement, ce sont des assemblées de gens qui ont travaillé pour créer ces programmes. Donc, il y a dedans des scientifiques, il y a des fonctionnaires, il y a monsieur tout le monde, il y a les députés, représentants et elles ont les 5 programmes. Si on analyse les cantons de Lausanne, de Vaud, de Genève, de Neuchâtel, on connaît ce qu'il faut faire. Je veux dire, il faut quand même pas se gargariser trop la gorge. On sait qu'est-ce qu'il faut faire et c'est là qu'on doit le faire maintenant. Et on est le seul canton qui a cette réserve et on a le programme qui a été créé, qui a beaucoup de gens qui ont travaillé dans ça. Et puis, tout est perfectible. Mais j'ai un exemple concret, le fonds de l'énergie renouvelable. Dans le canton de Fribourg, c'est seulement prévu la réfaction des bâtiments. Donc, on ne pense aucun financement additionnel pour les énergies renouvelables, alors que Genève et Vaud sont déjà en train de le faire et on doit rattraper un retard énorme. Donc voilà, mais ça c'est concret, ça nous met tout ensemble. Après, on peut bien faire des soirées, discuter de la désobéissance, et puis il la faut. Mais là, il y a une piste, il y a un tapis rouge qui est là. Non, je pense qu'un enfant de 5 ans, je travaille avec des enfants de 5 ans, je leur parle de ça, mais ils le comprennent. Donc le grand public, voilà, maintenant la question c'est pourquoi on est si peu aujourd'hui, comment atteindre, ça c'est la grande... Mais la motion, donc elle a déjà été par 800 personnes, si 800 personnes parlent à 10 personnes autour d'eux, ça fait 8000, mais on doit viser les députés du canton de Fribourg pour arriver aux 500 millions. Je vais passer aux questions du public et je vais commencer à guetter vos réactions et vos signes. Avant d'y passer, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a comme un fossé ou un manque de lien? Justement, on est aujourd'hui ici pour parler des liens, pour aller vers la transition. Un manque de lien entre les gouvernements, les autorités, le pouvoir législatif ou exécutif en Suisse et le quotidien qui est compris par des enfants de 5 ans ou même juste nous, Kidam, qui sommes ici aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un fossé ou, à titre personnel, j'amène juste ça dans la discussion, quand on parle de mesures écologiques en tant que journaliste, on appelle toujours plein de politiciens, politiciennes, on essaie d'aller de la gauche à la droite et puis de taper large. Et souvent, quand on parle
d'écologie, on nous dit oui, non, mais bien sûr, vous avez raison sur le fond, mais ça ne va pas être tout à fait applicable comme ça, mais vous comprenez, c'est très difficile, et on se heurte à un discours rationalisant de la part notamment des élus au législatif, par exemple, ou à l'exécutif. À quel moment, est-ce que c'est une dissonance cognitive? Est-ce que par cette motion, vous arrivez à créer cette unité, puis à ramener ces élus et élues qui ont ce pouvoir sur ces finances? Est-ce que vous arrivez à les ramener, à retisser des liens sociétaux? Enfin, c'est comme ça que vous l'observez ou... En tout cas, c'est le but. En ce moment, il y a un groupe de soutien très large dans lequel on espère, par exemple, il y a des citoyens de tous bords qui sont dedans et chacun a ce travail. Justement, on doit faire une pression sur ça. Peut-être aussi M. Lévesque pourra nous aider, parce que c'est des ambassadeurs. Mais comme vous avez dit, donner l'exemple sans trop expliquer, c'est faire ensemble, c'est cheminer ensemble. J'aime bien aussi ta métaphore, oui, de marcher ensemble. Mais le canton de Fribourg pollue de belles initiatives citoyennes. Et donc, toutes ces personnes qui sont là-dedans, ça ne suffit pas. On doit se mettre ensemble pour décrocher les 500 millions. Ça ne suffit pas, parce qu'il faut commencer par soi-même, mais après, maintenant, il faut changer ce programme, il faut le compléter, il faut lui destiner des montants. Cheminons ensemble. S'il n'y a pas de réaction directe juste là, on va passer aux questions. Il y a donc un micro qui circule. Il faut faire l'effort de parler dans le micro pour poser vos questions, car c'est pour la prise de son, en fait, pour permettre aux internautes de nous entendre. Donc, si je le vois bien, il est vers la régie son, et c'est madame qui aura la première question. N'hésitez pas à me faire signe dès que vous croisez mon regard, je vous guette pour le reste. Madame, on vous écoute. Oui, donc Suzanne Labichère, moi j'aimerais réagir plutôt que de poser une question. Bien sûr. Je suis, tout à l'heure, je me suis présentée comme fondatrice de Transition qui est ici basée sur le site de Blue Factory et qui a comme but de justement regrouper des gens et des mouvements qui vont ensemble dans la transition, parce qu'on remarque dans la durabilité, on n'a pas encore trouvé le moyen de faire le croisé des chemins entre l'économie, l'écologie, le sociétal, la culture. Et donc, en mettant des gens de différents backgrounds ensemble, on espère qu'en marchant ensemble, on va trouver des nouvelles solutions. Ça, c'est d'une part donc, en ce qui concerne Transition, qui est ici à Fribourg et sur le site de Blue Factory, actif pour animer ceci. On accompagne aussi des organisations dans leur transition vers plus de durabilité, vers l'innovation durable, et qu'on n'a pas les solutions aujourd'hui. Je suis en constant échange avec Amélie Duprat, qui est la déléguée du canton de Fribourg sur la durabilité, et c'est le constat qu'on fait à chaque discussion, c'est qu'on n'a pas encore les solutions, parce que l'écologie, le problème climatique qui urge tellement, Monsieur Lévesque, il en a parlé des gilets jaunes, si on ne considère pas l'aspect sociétal, on va finir en guerre, parce que ce ne sera que pour les gens qui peuvent se le permettre. D'autre part, j'aimerais réagir, c'est que je suis députée au Parlement de Fribourg et je viens de fonder avec Myriam Balmer le club de la durabilité, qui est ouvert pour tous les députés et pas seulement pour ceux qui s'inscrivent, mais aussi qui a comme but de maintenir la discussion avec des représentants de Extensory Billion, des personnes qui font la grève de climat, et qui a comme but de aller plus vite, de faire un lien entre l'exécutif, le législatif, mais aussi les acteurs qui s'engagent pour la durabilité. Donc j'aimerais juste aussi dire, c'est une invitation, si vous voulez me parler après, on programme des activités avec des députés, et que justement le club, on a presque toutes les fractions et groupes parlementaires qui se sont engagés de participer, de faire des activités pour rendre le chemin plus court. Et donc j'aimerais juste faire passer cette invitation, et si vous avez des choses concrètes, on pourrait en parler aussi à la fin.
Merci beaucoup, non seulement pour l'invitation politique, et je rebondis sur ce qui a amené là, car il me semble que c'est une voie royale pour parler de l'encyclique, donc le Laudatio Si, qui parle de l'importance d'allier les questions sociétales aux déséquilibres environnementaux. Si je ne m'abuse, vous le saurez mieux que moi, vous la connaissez sans doute bien mieux que moi, mais qui a été vraiment saluée pour le coup, pour le fait de ne pas séparer, de ne pas isoler les thématiques les unes des autres. Il n'y a pas d'un côté la pauvreté, de l'autre côté les problèmes environnementaux. Il y a ensemble une problématique globale de déséquilibre de classe et de déséquilibre de l'accès à une nature qui soit un tant soit peu préservée. Donc si je ne m'abuse, c'est quand même un plan sur lequel l'Église a été particulièrement saluée grâce à cette encyclique. Merci de si bien compléter mon discours. C'est vrai, vous avez raison. Il y a là quelque chose qui n'est pas complètement nouveau, mais qui l'est de par cette insistance du pape François. Je signale que le titre Laudato Si s'inspire de saint François d'Assise, qui a vécu une pauvreté radicale, et il y avait là une certaine forme de contestation, de désobéissance. C'est-à-dire, il sortait de système, notamment de sa famille. Et il y a là un rôle prophétique que peuvent jouer certaines personnes qui ensuite en inspirent d'autres qui n'arriveront peut-être pas complètement à suivre comme lui, mais quand même cette inspiration est très significative. Le pape effectivement insiste sur le lien entre les questions, disons, l'ensemble de ces questions, qu'elles soient écologiques ou sociales, sont un peu la même question parce qu'elles sont liées. Et il est vrai que si on a un système écologique ou économique dont le véritable moteur est une forme d'égoïsme pour moi et puis les autres ils n'ont qu'à se débrouiller, ça ne peut pas marcher. Et donc il faut changer les deux en même temps, et il inclut ce qui est assez fort, les générations futures. Et je me suis dit, en voyant cette encyclique du pape François, j'ai un peu l'impression que c'est pour cette question écologique qu'il restera dans l'histoire, mais je me trompe peut-être. L'avenir nous le dira. Je suis obligée de venir de nouveau au canton de Fribourg parce que le programme Stratégie du développement durable, je vous encourage à le lire. Il y a 14 domaines dedans, dont l'éducation, la santé, la pauvreté, et donc la composante sociale, économique est dedans. Et donc voilà, de nouveau, c'est bien de réfléchir. Il y a un temps pour la réflexion, mais maintenant c'est le temps pour l'action. Donc l'action, elle est là. Je ne sais pas si en face il y a des réactions. Je tiens à ajouter un petit élément de comparaison venant du bout du lac Léman à Genève. Il y a eu récemment, ça commence à remonter maintenant, ça doit faire 5 ans, qu'il y a eu une votation sur un enjeu éminemment écologique qui consistait à encourager la rénovation des bâtiments pour ajouter davantage d'isolation thermique sur tous les bâtiments dans le canton de Genève. Alors c'était une initiative qui a été lancée par les écologistes et qui a été combattue par le Parti socialiste, si je ne m'abuse, mais en tout cas il y avait une scission à gauche parce que il était encouragé de faire toutes les réfections de tous ces bâtiments locatifs ou avec des bureaux pour l'environnement, pour économiser en énergie, mais le prix de ces travaux pouvait être reporté sur les loyers. Et comme on le sait, à Genève, les loyers, voilà, il y a des personnes pour qui peut-être que 100 francs, ça ne fait pas tellement de grande différence quand on commence à payer 3000 francs par mois. Mais il y en a pour qui 100 francs par mois, ça fait la différence. Et c'est peut-être un des exemples qui montre que, effectivement, il ne s'agit pas uniquement d'encourager à refaire les bâtiments pour qu'ils soient mieux isolés. Il s'agit d'investir publiquement dans une cause qui rendra notre environnement meilleur, mais de ne pas faire supporter le poids financier de ces décisions sur les personnes qui ont le moins les moyens de s'en saisir, il me semble. Et c'est ça qui est intéressant en allant chercher, ça peut paraître un peu vénal d'aller chercher l'argent d'abord, mais en fait c'est capital pour permettre une adhésion
de fond à un principe qui ne va pas toucher en premier lieu les classes les plus pauvres. Oui, exactement. Je voulais donner un exemple concret, mais ça fait 30 ans, en Basse-Ville, il y a une coopérative d'habitation qui fait déjà ça. Donc, rénovation, achat et rénovation de bâtiments, mais pour garantir des loyers modérés. Donc, ça, c'est possible de le faire. Ce que la motion aimerait vraiment mettre au centre, c'est on doit se mettre d'accord sur le principe. Le principe que la fortune, justement, elle est destinée aux nouvelles à la génération qui est là, mais dans cet esprit d'égalité on doit prendre de cette fortune-là. Tout à fait. Il ne va pas toucher les impôts. Alors, il y a une question dans le public, une deuxième. Alors, monsieur, en premier lieu ici devant, et puis ensuite, on passera derrière. Ici, oui. Alors, je m'appelle Marc Rutlesberger. Je voulais juste dire que me positionner par rapport à la désobéissance civile, je pense qu'à mon avis, c'est très important. Bon, il y a l'exemple de Martin Luther King, enfin, etc. Voilà, je pense que ça a une influence importante. Et puis, en fait, même si sur Fribourg, il y a eu le blocage d'une porte de Fribourg-Centre, moi je pense que c'est vraiment pas grand-chose par rapport à ce qui nous attend si on fait rien au niveau des catastrophes climatiques. Donc voilà. Donc, ceci dit, je pense qu'il faut actionner sur tous les niveaux, la désobéissance, mais aussi sur le contenu de ce qu'on va faire, la politique, etc. Maintenant, ce que je voulais dire en fait, c'était que il y a un processus. Vous avez dit vous-même que beaucoup de politiciens disent oui, mais ça va pas. On est d'accord, l'écologie c'est génial, c'est bien, il faut faire quelque chose. Oui, c'est très grave, mais là ça va pas, on peut pas, etc. On est toujours dans ce double discours. On connaît très bien ça. Aujourd'hui, moi j'ai fait des dizaines, peut-être des centaines de conférences sur le climat et la biodiversité. Les technologies sont là, l'argent est là, tout est là, mais on ne le fait pas. Parce que les gens... Voilà. Donc le problème, il est bien dans la tête. Et comme l'a dit Monseigneur l'évêque, il y a une conversion intérieure à faire. Moi, j'en suis convaincu. Et la personne de la grève pour le climat l'a dit aussi, il y a une conversion profonde de ce qu'on appelle la transition intérieure. Pour le prochain, on appelle ça la transition intérieure. Il y a quelque chose d'important à faire. Pourquoi ? Parce que le problème climatique, ou la perte de la biodiversité aussi, il y a un problème de deuil à faire. On se place sur le plan de la psychologie, là. Donc, quand il y a un deuil, ou quand on vous annonce un cancer, à titre personnel, le médecin vous annonce que voilà, vous avez un cancer, mais il y a les phases. Il y a le déni, on n'y croit pas pendant un certain temps. Après, il y a la révolte, etc. Il y a 4 ou 5 phases. Jusqu'à la fin, il y a l'acceptation. Et tout le monde, à titre personnel, à titre collectif, on passe par ça. Moi, j'ai passé par certaines phases aussi. Et donc, beaucoup de gens sont dans le déni aujourd'hui. Voilà. La Suisse, non, on est un bon pays, tout va bien, les Suisses sont bien, etc. Il n'y a aucun problème. On est dans le déni, ça c'est clair. Donc, il y a cette idée de la conversion intérieure, qu'elle soit religieuse ou pas, peu importe, ça n'a aucune importance, qui est fondamentale. Et il y a différentes techniques pour ça. Il y a les conversations carbone qui aident à ça, le travail qui relie, il y a différentes techniques ateliers pour sensibiliser les gens qui devraient être généralisées, à mon avis. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que je suis dans un groupe où on fait une déclaration d'urgence climatique pour toutes les églises de Suisse romande, qu'elles soient réformées, catholiques ou d'autres églises évangéliques. Et on sera prêt au mois de novembre, probablement, en même temps que le label Éco-Église. Donc toutes les églises de Suisse romande et de Suisse pourront se labelliser et entrer dans une démarche écologique. Alors les églises n'ont pas forcément beaucoup d'influence aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, 20-30% de la population, mais c'est un point important quand même. Et si les églises font cette démarche-là, eh bien, je pense que c'est une influence. Donc c'est une déclaration qui fait 37 pages, avec les aspects scientifiques, c'est des scientifiques de haut niveau qui ont fait ça, les aspects théologiques, on se base sur Laudato aussi, mais aussi sur Dave Bouclès, un théologien protestant proéminent dans la question. Et les actions, qu'est-ce qu'on doit faire, et les questions fréquentes. Et donc ma question maintenant à Monsieur l'évêque, Monseigneur l'évêque, est-ce que vous allez signer cette déclaration en novembre ?
j'encourage ce genre de démarche. Je n'ai pas vu votre déclaration, donc je ne peux pas me prononcer sur les détails, surtout qu'elle n'est quand même pas très brève. Je pense qu'il serait utile que les églises ne le fassent pas seules et intègrent d'autres mouvements religieux. Et si je vous le dis, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, les églises protestantes et catholiques de Suisse ont fait une déclaration sur la situation des requérants d'asile dans la Méditerranée. Et le président de l'association fêtière des musulmans sunnites de Suisse est venu me voir en me disant « Mais pourquoi vous ne nous associez pas à ça ?» Et évidemment qu'on pourrait introduire les juifs, d'ailleurs je sais que les deux se parlent heureusement fort bien. Pourquoi vous ne nous associez pas à ça? Et je crois que ça vaudrait la peine de ne pas l'oublier. Et on peut en ajouter d'autres. Mais je pense que nous avons effectivement quelque chose à dire dans ce domaine. On a déjà essayé de faire en sorte d'obtenir un label vert pour le bâtiment de l'évêché. Nous avons invité à ne pas investir dans certains fonds. On y va, pas. Ensuite, là aussi, il faut convaincre les gens à l'intérieur. Donc, les 37 pages seront lues et examinées. C'est la bonne nouvelle. C'est sûr. Et je pense que c'est pas si simple. Très bien. Il y a une question, monsieur, ici. Oui, merci. Laurent Thévaux. Plus qu'une question, c'était partager avec vous 2-3 réflexions qui prolongent ce qu'a dit le représentant de XR sur la désobéissance. Parce qu'à celle civique, il y a celle politique dont il a parlé, et puis il y a la troisième désobéissance. Il y a la désobéissance économique. Le monde économique désobéit depuis longtemps. Je vous passe tous les exemples. Madame, vous avez en introduction cité une marée de pétrole qui envahit des îles. Vous dire pourquoi, hein? Donc, des exemples comme ça, il y en a à l'étranger, il y en a ici. Je veux dire, le dernier qui tombe sous le sens, c'est les importateurs de voitures qui ont payé 70 millions d'amendes parce qu'ils ont importé trop de grosses voitures. Ils désobéissent. Ils sont le moteur de ça. Donc l'avantage, c'est qu'ils sont extérieurs, ils sont gros, ils sont méchants, on peut les attaquer. On doit le faire. On doit, d'autant plus qu'ils échappent beaucoup, souvent, au pouvoir politique, qui est censé leur mettre des limites. Et ça, c'est un des gros enjeux qu'il y a. Mais l'autre aspect de la désobéissance économique, c'est celui qui se tourne vers nous, chacun d'entre nous. Quelle est la relation qu'on a, nous, avec l'argent, avec notre opulence, avec notre niveau de vie? Notre niveau de vie, c'est la qualité de la vie. Et moi, je ne suis pas du tout aussi pessimiste que ceux qui prétendent que si on baisse le niveau de vie, on va avoir une qualité de vie différente. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est une fallace. On peut très bien vivre très très bien avec une très grande qualité de la vie, avec un niveau de vie inférieur. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la pauvreté, hein, vous me comprenez bien. Mais on vit comme si le bonheur, c'était d'avoir le plus gros revenu. Mais il faut casser une fois pour toutes. Ça, c'est un mythe qu'on porte nous-mêmes, je veux dire, plus ou moins, ce qui fait aussi partie de la désobéissance économique par rapport à soi-même. Ce qui n'empêche pas qu'on attaque celle qui vise en première partie les acteurs économiques, qui sont les premiers désobéissants. Ils sont glorifiés. Ils sont contents, joyeux, ils se vantent de tricher avec les lois fiscales des impôts pour optimiser leurs impôts. Il y a des gens qui vivent de ça. C'est pas de la désobéissance, ça. Je vous remercie. Une réaction à cette indignation, peut-être la grève pour le climat, on a quand même entendu un mouvement de grève qui avait énormément à dire sur ce plan-là et qui s'est parfois vu rétorquer, bon, vous avez des iPhones, vous prenez l'avion, par les gens qui mettent en place le système qui permet à des compagnies comme EasyJet de faire des vols à 25 € au lieu sur des tronçons qu'on pourrait prendre en train, ou à faire des cadeaux fiscaux à Valais ou Glencore, qui sont des extracteurs notoirement destructeurs d'environnement et qui sont basés en Suisse. Oui, bon, déjà, je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Je pense effectivement qu'on peut vraiment être épanoui dans sa vie en vivant d'une manière plus modeste. Par rapport à la technologie,
je suis d'accord. Personnellement, j'utilise le moins possible la technologie. Je n'ai même pas de smartphone moi-même, en fait. C'est pas toujours facile. Mais après, je reconnais quand même l'importance que ces technologies elles ont pour l'organisation, la communication entre les gens qui justement veulent militer. C'est des outils qui sont importants. Après, je pense que c'est à chacun de voir jusqu'où il est prêt à aller, jusqu'où il pense que c'est pertinent d'aller. C'est une question un peu. C'est à chacun de voir, je pense, en fait. Voilà. C'est très intéressant là ce qui est indiqué. Les technologies, elles nous entourent, et peut-être qu'il faut aussi réussir à identifier lesquelles on a développé, pour le plaisir de développer des technologies qui au final consomment beaucoup d'énergie mais ne sont pas extrêmement efficaces, et quelles technologies ont été développées et apportent effectivement quelque chose. Je pense que si on rentre dans un élément concret, par exemple la Big Pharma qui est souvent quand même pointée du doigt, est-ce que dans un environnement où chacun et chacune diminue un peu son empreinte écologique, on aura quand même besoin de médicaments, on aura quand même besoin de grosses machineries dans les hôpitaux pour réussir à faire des scanners, ce genre de choses. Donc il y a aussi peut-être un degré de technologie à valider ou pas. Ça doit peut-être faire partie de débats de société. Ce qui commence à poser problème, c'est quand chacune dans son sac a, et j'en suis un exemple, mais chacune un smartphone, une tablette, un ordinateur portable qu'on change une fois par année. C'est dans ces moments-là que vient le problème. C'est pas a priori un problème face à la technologie qui peut apporter aussi des solutions. Ça n'est pas un anti-technicisme primaire, en fait. Il s'agit d'aller vers quelque chose qui utilise collectivement, plus intelligemment, des ressources. Si je ne me trompe pas. Oui, j'aimerais juste encore réagir. Je pense que c'est important aussi de voir le côté individuel de chacun, l'impact qu'on a, et l'impact aussi de l'industrie. Parce que c'est quelque chose, si on rassemble, si tout le monde maintenant devenait un parfait écolo, en faisant vraiment attention à son empreinte, au final, ça ne ferait pas une très très grande différence, ça ferait peut-être quelque chose comme 20% de différence, globalement. Il faut garder à l'esprit que finalement, nous autres individus, on a un impact très limité sur le réchauffement, sur les émissions de CO2. Les gros pollueurs, c'est les industries, c'est les gouvernements. C'est eux qui doivent en fait faire le plus gros de l'effort en fait. Ça c'est important, peut-être de le noter aussi. Merci de l'avoir rappelé. Je regarde s'il y a encore une dernière question dans le public. Et si pas, nous arrivons... Ah, oui. Ce sera le mot de la fin ici devant. Oui. Je voulais juste dire que la personne de la grève pour le climat, c'est comment ton prénom ? Guillaume. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'important et de fondamental, à mon avis, qu'il faut retenir là. C'est qu'il a dit que si on baisse son niveau de vie, eh bien, on sera tous heureux, sinon peut-être même plus heureux. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'écologiste, dans les discussions de restaurants ou politiques ou de la table ronde du bistrot du coin, c'est le rabat-joie. Hein ? Vous parlez d'écologie, vous êtes le rabat-joie, hein, celui qui dérange. Hein, voilà. Et il faut changer ça absolument, cette idée, et montrer que vivre une vie plus sobre, plus écologique, c'est de la joie, c'est du lien, c'est du plaisir, c'est de la danse, c'est du rire. Et ça, c'est le grand défi pour attirer les gens. Merci pour cette remarque. Et Laura, si, je ne sais pas, une réaction. En tant que grand-parent pour le climat, j'aimerais, peut-être pour la conclusion, je vois que les familles, certaines familles se posent la question des valeurs. Parce que quels enfants on va laisser à cette planète, mais aussi c'est quoi le bonheur pour les enfants. Et c'est là la grande discussion. Je vois des familles, voilà, est-ce qu'on offre du temps à nos enfants ou je veux le plein temps pour la carrière? C'est ça les bonnes questions. Et en Suisse, on peut se poser ces questions-là, dans toutes les classes sociales. J'ai travaillé en Bolivie, c'est peut-être différent, mais je pense que nous ici, on doit vraiment maintenant travailler ces valeurs-là. Parce que moi, je vois des enfants qui sont perdus parce qu'il n'y a pas de repères pour eux. Donc, c'est ça qui m'inquiète beaucoup en tant que grand-mère de tous les enfants, pas seulement pour mes petits-enfants. Oui, tout à fait.
Une dernière réaction? Oui, une réflexion et sous forme de question que je me suis faite en vous écoutant parler des différents sujets. On parle de transition. La plupart des personnes que je connais qui sont en cours de transition écologique, c'est des cas individuels. La plupart de ceux que je connais. Il y a une deuxième chose, on parle de transition, donc on parle de changement. Et on sait, tous ceux qui ont déjà essayé de changer quelque chose dans leur vie savent que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire, changer. Ce qui m'amène à une réflexion plus vaste, de se dire quels seraient les moyens, et est-ce que ce serait éthique, d'essayer de provoquer un changement de masse. On connaît très bien, c'est documenté et même enseigné quels sont les moyens de faire consommer. Les publicitaires, c'est leur métier, donner envie de faire quelque chose. Est-ce qu'il y aurait des possibilités de le faire à large échelle en faveur d'une transition écologique, et quels seraient les moyens de le faire de manière éthique? Y a-t-il des pistes de réponse à cela? Extinction Rébellion? Alors, je ne suis pas un expert des stratégies marketing ou de la psychosociale, mais effectivement, il y a beaucoup de manipulations par la publicité, par ce genre de choses pour nous pousser à consommer, et on est complètement pris dans un système où on confond avoir et être. On pense qu'on va être heureux en ayant beaucoup d'objets ou une grande maison, enfin, etc. Et effectivement, il faut sortir de ce paradigme, mais c'est très compliqué, parce que ce paradigme, il n'est pas là parce qu'il est arrivé par hasard, il est là parce que des gens ou des entités ou des entreprises essayent de nous inculquer ces valeurs justement via la publicité, via diverses méthodes. Et c'est pour ça que j'ai un peu de peine à croire à l'utilisation de ces méthodes pour arriver à l'objectif inverse. En fait, c'est des méthodes qui sont mises en place dans un but précis parce qu'il y a de l'argent à se faire. Et je ne pense pas que les gens qui utilisent ces méthodes les mettraient comme ça gracieusement au service de l'objectif inverse et renonceraient à tout l'argent qu'ils gagnent grâce à ça. Est-ce qu'un moyen d'empêcher, plutôt que de déployer les mêmes efforts face à de la publicité, d'essayer de convaincre les personnes que se passer d'une voiture c'est bien, est-ce qu'il ne faudrait pas en premier lieu ne plus inciter à se munir d'une voiture, dernier cri? Après, je dis ça en étant journaliste, et je sais que beaucoup de médias, pas le mien, mais dépendent financièrement de la publicité pour les voitures, et donc ça pose aussi des questions derrière l'industrie de la publicité. Mais est-ce que c'est pas là déjà un premier lieu sur lequel travailler dans les imaginaires? Parce que là on parle de la création de l'imaginaire qui vient par les images qui nous viennent perpétuellement, qu'on le veuille ou non. Quand on est dans le train et qu'on voit ces grandes affiches en format mondial, on y est confronté, qu'on le veuille ou non, qu'on soit décroissant au fond de soi ou convaincu ou non. Donc est-ce que c'est pas là peut-être un premier plan? Et alors, je fais le ricochet ou non? Ah, il vous cède la parole, alors. Monsieur l'évêque. Je veux juste me référer. D'abord, je continue à penser que l'exemple, si on peut montrer qu'il existe des communautés, on peut vivre bien comme ça, ce sera un argument publicitaire. Parce que je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un publicitaire il y a des années qui m'a fait découvrir ce qu'il faisait. C'était bien évidemment un Danois habitant en Italie. J'aime bien dire évidemment que ce n'est pas évident, mais il se trouve que j'habitais aussi en Italie, c'est pour ça que je l'ai rencontré. Il m'a dit, notre travail consiste à avoir un message extrêmement bref et percutant. Sinon ça coûte trop cher. Donc il faut, à travers un message, rappeler à ceux qui le voient quelque chose dont ils ont déjà envie. Pour leur dire votre envie qui existe déjà, elle va s'accrocher là-dessus. Et arriver à leur donner envie de quelque chose qui ne les attire pas a priori, c'est, me semble-t-il, beaucoup plus difficile. Donc, je pense que si on veut utiliser cette méthode, il faudrait dire, voyez, en fait, c'est bien pour vous de changer.
Et voilà comment on peut le faire. Mais je continue à penser que ça implique qu'on commence par convaincre les gens de quelque manière et ensuite on pourra les attirer par des instruments. Un message bref et convaincant sur le fait que changer, ça sera bien. Je pense que c'est peut-être ça le mot de la fin. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous a changé quelque chose récemment dans sa vie et s'en sort vraiment mieux. Peut-être aussi avec le Covid, on a été quelques-uns ou quelques-unes à redécouvrir que juste une sortie en forêt, en soi, c'était déjà une respiration incroyable, à découvrir que aller voir un grand-parent, une grand-mère, un grand-père, prendre des nouvelles, se rendre compte que ça va bien et partager un moment avec les gens dont on est proche, tout d'un coup, ça a redonné aussi une assise gigantesque à ces gestes qui parfois ont peut-être aussi perdu leur sens, noyés dans un tas d'expériences diverses et variées auxquelles on nous encourageait. Donc il y a peut-être aussi un tout petit peu de ça, peut-être que la crise sanitaire qu'on vient de traverser aussi nous rappelle sur quel plan humain ou environnementaux on a envie de mettre l'accent à l'avenir et du sens aussi. S'il n'y a pas davantage de questions ou de réactions, je voulais vraiment vous remercier pour la qualité des interventions. On a parlé de beaucoup de choses, de la désobéissance civile, au fait de cheminer ensemble, et je pense qu'il y a quand même des pistes aujourd'hui dans ce qui s'est dessiné qui nous permettront à chacun et chacune de repartir un peu plus chargés d'envie, d'imaginaire, un peu enthousiasmés autour de cette transition. Et je voulais vraiment vous remercier, voilà, et on retient le fait de se convertir intérieurement, pas forcément au sens religieux du terme, mais plutôt dans une idée de conviction à porter en soi, assez profondément ancrée. Et oui. Pour lire la motion complète et tout l'argumentaire qui est bien plus bref que 37 pages, climatstrike.org, vous avez tout le texte, et puis voilà, tous les gens qui là derrière travaillent encore, et puis chacun de nous pour faire pression sur le Grand Conseil, parce que c'est lui qui décide et pas le Conseil d'État. Merci. Merci. Chacune peut faire des actions, même si c'est au niveau de l'industrie et de la politique qu'il va falloir que ça bouge le plus rapidement possible. Je vous souhaite une très très bonne journée, une belle suite à l'événement Slow Now et aux organisateurs et organisatrices. À présent, comme il a été présenté au début de l'événement, il y a un atelier qui vous attend pour les quelques minutes qui suivent, et ensuite des boissons et stands nourriture à l'extérieur et un concert qui viendra ensuite. Merci pour l'invitation. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Vraiment, je crois qu'on peut les applaudir.